Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre la suite de l'examen du projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire. 884 amendements restent à examiner sur ce texte qui est débattu au Sénat depuis la semaine dernière. À l'Assemblée nationale, de nombreuses voix se sont élevées pour demander la levée de la procédure d'urgence sur ce texte qui est en passe d'être profondément remanié par les sénateurs et qui de fait ne sera pas examiné en seconde lecture par les députés. Alors aujourd'hui, la discussion reprend à l'article 7 du titre 1 sur la gouvernance des hôpitaux et plus particulièrement sur le recrutement des directeurs d'hôpitaux. Le texte de loi initial prévoyait d'ouvrir ce recrutement aux non-fonctionnaires, ce qui a été rejeté par la Commission des affaires sociales du Sénat. Bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et au territoire. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 17. L'article 7, pardon. Oui, je pensais que vous aviez progressé plus vite. Bien, la parole est à Madame Annie David. C'est le président Fischer qui remplace Madame David. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, cet article 7 concerne le mode de recrutement des directeurs d'établissements publics de santé. Il est indiscutablement à rapprocher de l'article 6 dont nous venons de discuter et qui donne plein pouvoir aux directeurs des établissements de santé puisque vous prévoyez que notamment des non-fonctionnaires puissent devenir aussi directeurs des hôpitaux publics. Autant dire que vous traduisez à tous les articles de ce projet de loi votre volonté de privatiser les hôpitaux, de gérer et de les diriger comme pourrait l'être n'importe quelle entreprise. Vous justifiez cette disposition par la volonté d'ouvrir les postes de directeurs des établissements publics de santé à des compétences nouvelles. Les directeurs actuellement en poste apprécieront, tout comme apprécieront les formateurs et les enseignants de l'école des hautes études en santé publique qui succède à l'ENSP. Car si l'on ne voit pas clairement de quelles compétences nouvelles devront être dotés les directeurs non fonctionnaires, que recruteront demain les directeurs des ARS, on sait pour le moins de quelles compétences actuelles ils se priveront. Car les directeurs d'hôpitaux recrutés dans le privé, et n'étant pas fonctionnaires, c'est-à-dire n'ayant pas satisfait aux principes républicains du concours, ne bénéficieront pas de la formation complète de 2 ans délivrée par cette école publique. Certes, ils auront une formation, mais cette formation, pourtant construite autour de l'alternance, intègre déjà des cours de management, de gestion des conflits, de direction des ressources humaines, de stratégie et de projet d'établissement, bref, des modules très utiles à la gestion des établissements de santé en tant qu'entreprise. Mais ces enseignements comprennent également, et c'est important de le préciser, des enseignements spécifiques à la direction d'un hôpital public comme l'appropriation des politiques de respect des droits des patients, l'appropriation de la carte sanitaire, mais aussi et surtout d'importants modules destinés à mieux appréhender et à respecter dans leurs établissements les principes inhérents au service public de santé, tels que l'organisation médicale, le respect de l'éthique médicale, le lien entre l'hôpital et la santé publique. Autant de connaissances et de savoirs spécifiques que n'auront plus à maîtriser les futurs directeurs dès lors qu'ils maîtriseront, à notre sens bien entendu, à la perfection la règle comptable. Alors certes, le gouvernement a introduit pour tenter de donner le change un amendement visant à préciser que les directeurs non fonctionnaires bénéficieront d'une formation à l'école de Rennes. Autant dire que cette mesure est si floue qu'elle apparaît cosmétique, car à aucun moment vous n'avez précisé la nature de cette formation. On ne sait donc rien de ce que vous entendez par formation. Qu'en sera-t-il de la durée? Entendez-vous conserver le principe de l'alternance et du stage en milieu professionnel, dont on sait qu'il est clairement un avantage pour le futur directeur? Entendez-vous sacrifier tout ou partie de la formation en santé publique dispensée à Rennes? Je crois que pour le
bien de nos débats, il serait bienvenu que vous nous apportiez quelques précisions. Nous souhaiterions également que vous nous informiez sur les critères qui conduiront demain les directeurs généraux des ARS à recruter tel directeur. Existera-t-il un pourcentage de postes réservés aux non-fonctionnaires? Entendez-vous réduire très prochainement le nombre de postes ouverts à concours? Toutes ces questions en apparence très techniques soulèvent en réalité de réels problèmes politiques, car nous craignons sincèrement que progressivement, et peut-être plus vite encore que nous le redoutons, vous cessiez de recruter des fonctionnaires au bénéfice de non-fonctionnaires, et tout cela dans une logique bien connue de la fameuse RGPP et de transformation des établissements publics de santé en entreprises. C'est pour cela que, tenant compte de tous les risques que fait peser cet article sur le corps même des missions de service public, à savoir la satisfaction des besoins en santé individuelle publique, eh bien, nous voterons contre cet article. Je vous remercie, chers collègues. Je vais donner la parole successivement à Monsieur le rapporteur, qui l'a demandé avant, Monsieur Le Maine et Monsieur Cazot et Madame la Ministre, à moins qu'elle préfère parler avant, mais je pense que vous voulez peut-être. Je vous remercie, Madame. Oui, Monsieur le Président, merci. Nous allons donc passer à l'article 7 et globalement, la Commission approuve les dispositions de cet article qui visent à assouplir les règles de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La modernisation des établissements de santé nécessite en effet que ces règles soient adaptées en vue de dynamiser la gestion des ressources humaines. Je pense notamment à l'ouverture du recrutement des directeurs d'établissement à des non-fonctionnaires. Cette mesure répond à la volonté de recruter des professionnels aux expériences diverses, comme des cadres issus du secteur privé ou des médecins ayant développé des capacités de gestion ou de management, de pourvoir à des postes de direction vacants depuis longtemps. Bien sûr, les directeurs d'établissements fonctionnaires continueront de constituer la grande majorité du vivier du recrutement, mais la modernisation de l'hôpital passe aussi par l'ouverture de la fonction de direction à des personnes issues d'autres milieux professionnels. La mesure prévue par le texte a donc pour but de renforcer l'attractivité de l'hôpital et de contribuer à son dynamisme. À mon initiative, la Commission a toutefois adopté 2 amendements de coordination et de précision juridique qui visent à pallier des imprécisions dans la rédaction de l'article. Par coordination, elle a également adopté un amendement supprimant la disposition selon laquelle le directeur d'établissement siège de la communauté hospitalière de territoire évalue les directeurs des autres établissements membres. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. La parole est à Monsieur Le Maine. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi, autant je serais d'accord pour qu'il y ait une dérogation au recrutement des directeurs en direction du corps médical hospitalier, pour tout un ensemble de raisons qu'il serait tout à fait superflu de développer, autant je suis réticent à l'ouverture, à cette dérogation en dehors de la fonction publique. Parce qu'au niveau de la fonction publique, les règles de recrutement notamment, qui sont des garanties fortes, à moins qu'on tire un trait sur les concours, et encore faudrait-il l'afficher, et notamment pour les concours de catégorie A, mais on a suffisamment, soit dans la fonction publique d'État, les grands corps notamment, soit dans la fonction publique territoriale, soit dans le personnel, les professionnels qui sont des professionnels hospitaliers qui pourraient être effectivement admis, une capacité suffisante pour prendre en charge les directions des établissements hospitaliers. Pourquoi aller ouvrir à des personnes du secteur privé? Il ne faut pas cacher, et notamment, sans doute, dans votre esprit, encore faudra-t-il que vous me disiez le contraire si c'est le cas, votre idée est bien d'essayer de faire venir des gestionnaires avec une formation comptable accélérée ou forte, ou financière forte, alors même qu'au niveau de la fonction publique hospitalière pour les cadres de direction, cette formation, depuis plusieurs années, est intégrée
dans la formation de base et dans les formations continues. On a même envoyé des générations de directeurs d'hôpitaux, chefs d'établissement, se former à HEC ISA sur toute la partie études de bilan, financière, etc. Donc voilà une pénétration du secteur privé dans le secteur public qui ne me semble pas saine, en fin de compte, hein, ou qui est pleine de sous-entendus sur l'avenir qu'on réserve à nos établissements hospitaliers. Et comme le disait mon collègue Fischer à l'instant, c'est sans doute à mettre dans un ensemble, hein, qui est de transformer plus ou moins rapidement, à moyen ou à long terme, ces établissements en des cousins germains un peu bâtards de cliniques privées à but lucratif. Moi, sur ce plan-là, c'est une défiance, une méfiance par rapport à la fonction publique, qui sera sans doute à revoir dans l'avenir, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on s'arrête à d'autres personnels travaillant dans les hôpitaux. Pourquoi pas, en fin de compte, généraliser des contrats à durée déterminée où on embaucherait et on licencierait en fonction de l'évolution de l'activité d'un établissement. Bon, je crois que là, nous ne pouvons pas partager cette analyse et nous voterons contre cette partie de l'article 7. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Cazot. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet article, comme on vient de dire, prévoit l'élargissement du recrutement des directeurs d'établissements qui, selon les termes d'ailleurs de l'exposé de vos motifs, dit faire appel à de nouvelles compétences, qu'il s'agisse de personnel issu d'autres fonctions publiques, de professionnels ayant une expérience dans le secteur privé ou de médecins ayant développé des capacités de gestion ou de management. Pourquoi pas? L'idée n'est pas absurde. La diversification du recrutement pour la direction des hôpitaux peut être une bonne chose. Et par ailleurs, je ne verrai aucun inconvénient à donner la possibilité à des médecins d'exercer des fonctions de direction hospitalière. Bien que l'on puisse s'étonner d'ailleurs, Madame, de cette volonté d'ouverture, alors que vous essayez depuis plusieurs jours de vider de sa substance dans le même temps les pouvoirs des CME et du conseil de surveillance à l'hôpital. Bref, en revanche, je me montrerai beaucoup plus réservé sur les méthodes de recrutement telles qu'elles ont été évoquées d'ailleurs par M. Fischer et par M. Le Maine. Je fais référence à cela, à vos méthodes de recrutement des directeurs, comme on a pu le voir lors d'une annonce étrange qui est parue dans Le Monde datée du 19 janvier dernier. C'était une offre d'emploi apparemment anodine. On cherchait un manager de haut niveau pour un projet innovant et d'envergure, lequel la direction générale d'une ARS. L'employeur, le ministère de la Santé. Et qu'est-ce que l'État demandait à l'intéressé, bien sûr dans l'annonce, d'être à la fois stratège, créateur de liens et négociateur, et pilote et organisateur du changement, expliquait l'annonce. Mais il devra aussi se soumettre à un mode de recrutement inédit. Pour constituer ce vivier, l'État a retenu le cabinet Éric Salmon et Partners, cabinet privé bien sûr, spécialisé dans la recherche de cadres dirigeants pour la finance ou l'industrie. Qu'ils soient issus du public ou du privé, les candidats devront tous se soumettre aux entretiens et aux tests du chasseur de tête. Je ne crois pas que ça soit très classique en matière de recrutement, d'autant que, comme le préconisait le rapport qui vous a été remis en janvier 2008, le cabinet fournira au ministère, ce cabinet Partners et compagnie, une short list, bien sûr c'est en anglais, de 3 noms pour chaque poste à pourvoir. Plus besoin de sortir de l'ENA ou de passer un concours spécifique, les candidats pourront être aussi bien des fonctionnaires que des cadres du privé. Ils devront simplement disposer d'au moins 15 ans d'expérience de management à un haut niveau, etc., etc. Voilà, tout ceci, évidemment, on pourrait nous reprocher
de faire trop souvent des procès d'intention. Mais enfin, devant de telles annonces, eh bien, on est bien obligé à un moment donné de se poser des questions et de les évoquer publiquement. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, permettez-moi, en ce début de semaine, de nous souhaiter 3 jours de bon travail et de faire un bref commentaire sur l'article 7, qui évidemment vient tout à fait en relation, en complément de ce dont nous avons discuté vendredi sur l'article 6. En effet, il concerne la nomination des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Je suis persuadé que la modernisation de l'hôpital public passe par une ouverture plus large de la fonction de direction à des professionnels issus d'autres secteurs, secteurs privés, autres fonctions publiques, ou encore à des médecins intéressés par la gestion et le management. Et cette ouverture est le signe de l'attractivité de l'hôpital, de son dynamisme, de la diversité des compétences que suppose un management moderne. Alors, je doute que les salaires offerts par les hôpitaux pour ces directeurs suscitent l'appétit, comme je l'ai entendu ici ou là, des patrons du CAC 40. N'exagérons rien. Je répète qu'un salaire de directeur de CHU, qui est un salaire confortable, est de tout compris, tout compris, est de 7 800 € par mois. Pour un CHR, 7 300 € et pour un hôpital général, 6 020 €. Ce sont des bons salaires, mais ce sont des salaires tout à fait en rapport avec les salaires à responsabilité égale de la fonction publique. Alors, je souhaite proposer à ces professionnels des formations souples, modulables, qui seront délivrées à l'école des hautes études en santé publique afin d'approfondir les connaissances techniques et de renforcer la capacité à travailler avec les autres acteurs de la santé et ainsi les associer à la gestion de l'établissement. Le recrutement par voie de détachement sur contrat sera également ouvert, je vous le disais, au personnel de direction relevant de la fonction publique hospitalière avec un objet précis, conduire une mission visant à rétablir le bon fonctionnement d'un établissement connaissant des difficultés récurrentes et dont il faut bien reconnaître que les professionnels ne se bousculent pas pour assumer des tâches difficiles. Ce recours au contrat est en effet souhaitable de manière complémentaire au statut pour satisfaire au principe d'adaptabilité et de continuité du service. Alors, un autre point important, c'est l'évaluation des personnels de direction. Les chefs d'établissement sont des cadres dirigeants. La dynamisation de leur carrière passe par une évaluation, une rémunération fondée sur la performance et l'atteinte d'objectifs. Le directeur général du Centre national de gestion étant l'autorité investie du pouvoir de nomination, vous vous souvenez, nous en avons parlé vendredi, il est nécessaire de prévoir explicitement dans la loi que l'évaluation annuelle est de la compétence du directeur général de l'ARS pour les chefs des établissements publics de santé. Il a en effet naturellement vocation à exercer cette compétence car il définit l'organisation, l'évolution de l'offre de soins au niveau régional ainsi que le projet régional de santé. Ces dispositions, que ce soit le détachement sur contrat, le recrutement d'agents non fonctionnaires ou l'évaluation, concerneront bien entendu les directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux. Le gouvernement proposera ainsi des amendements visant à mieux prendre en compte les problématiques propres au secteur que je viens de citer. Enfin, je proposerai un amendement permettant aux lauréats des concours d'accès à certains corps de fonctionnaires hospitaliers de postuler à un emploi dès lors qu'ils sont inscrits sur une liste d'aptitude. Or, bien entendu, je veux rassurer, il n'y a pas de pourcentage et le contenu de la formation, dont je répète qu'elle sera assurée par l'école de la haute et des hautes études en santé publique, est évidemment de nature réglementaire. Je souhaite fluidifier ces parcours
rendre ainsi plus attractif cette profession qui est une véritable profession de santé publique. Je souhaite aussi que le mouvement aille dans les deux sens. Beaucoup de directeurs d'hôpitaux souhaitent pouvoir avoir des carrières variées. Il faut les accompagner dans ce mouvement et c'est le sens de cet article 7 que de développer l'attractivité des personnels de direction de notre hôpital public. Je vous remercie, Madame la Ministre. Et nous allons passer à la discussion des amendements et nous commençons par plusieurs amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 436, c'est Monsieur Fischer, Monsieur Autain, Monsieur Fischer. Oui, donc là, bien entendu, Madame la Ministre ne nous a absolument pas convaincus. Nous sommes au cœur de nos différends et alors que les statuts d'ailleurs de la fonction publique prévoient déjà de nombreuses dérogations permettant l'emploi de non-fonctionnaires, en particulier pour les emplois de direction, l'insistance et les précisions données par cet article créent en fait une véritable dérogation supplémentaire et spécifique au statut de la fonction publique hospitalière. Nous ne saurions l'accepter. D'autant que, contrairement aux autres dérogations prévues dans les statuts de la fonction publique, cette fois, aucune garantie de formation initiale, ni de compétences acquises, ni d'expérience ne sont exigées. Alors bien sûr, on sait bien que l'on ne va pas recruter n'importe qui, hein. Mais dans ce texte à propos de l'emploi de non-fonctionnaires pour assurer des missions de direction d'établissement, eh bien nous savons bien ce qui est prévu. Alors certes, une formation, oui, quelqu'un qui a une expérience financière, Madame la Présidente. Certes, une formation est prévue, mais rien n'est dit sur sa nature et sa durée, et aucun arrêté ni décret ne sont prévus pour en définir les contenus. Nous pensons que c'est le fait du prince qui est en train de s'installer. Et je crois que ce sera une décision hautement politique qui sera, de toute évidence, comme les nominations des directeurs généraux d'ARS, eh bien, chapeautée au plus haut niveau. Ainsi, cet article lève le voile sur la réalité du pouvoir d'un directeur d'établissement. Si ce n'est pas lui qui dispose du pouvoir de nomination des cadres appelés à le seconder, on ne lui demande pas son avis. En effet, c'est le directeur général, donc on voit bien, directeur de l'ARS, directeur général du Centre national de gestion, qui est l'autorité investie du pouvoir de nomination à ces postes. Cela renforce ce que nous dénonçons par ailleurs, une véritable recentralisation entre les mains du pouvoir politique. Aussi, et ainsi par les différentes prescriptions qui sont déclinées et prévues tout au cours de cet article 7, chacun comprend mieux que le personnel de direction ne sera plus investi de la mission de gestion d'un véritable service public tel que nous l'entendons, mais de mission avant tout managériale, fondée sur la logique de résultats financiers. C'est ce que nous contestons et c'est pour cela que nous vous demandons de supprimer le grand 1 de cet article 7. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Oh, pardon. Discussion commune, je vous prie de m'excuser. Bien, c'est un lundi. Nous passons à l'amendement suivant, le 1185, qui est présenté par le gouvernement. Madame la ministre. Monsieur le Président, c'est un amendement de cohérence rédactionnelle. Je vais faire appel à vos souvenirs lors de la discussion de l'article 6, puisque votre commission a proposé à l'article 6 de créer un nouvel article, L 6143-711, relatif exclusivement à la nomination des directeurs des établissements publics de santé, et les dispositions prévues à l'article 7, nomination de non-fonctionnaires sur des emplois de directeurs et détachements sur contrat, étant prévues par dérogation aux dispositions précitées, il convient d'assurer la cohérence rédactionnelle entre les deux articles et donc de supprimer, enfin de remplacer, de faire une translation de référence des articles. Voilà.
Je vous remercie, Madame la Ministre. Nous passons à l'amendement suivant. C'est Monsieur Autain qui le présente. Vous avez la parole. « 437. 437, cet amendement, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, vise à supprimer la disposition introduite à l'Assemblée nationale autorisant le recrutement de directeurs d'hôpitaux non fonctionnaires. Je voudrais d'ailleurs, Madame la Ministre, revenir un peu en arrière et plus précisément à la motion tendant à l'exception d'irrecevabilité qui avait été présentée il y a une semaine, je crois, par le président Guy Fischer. Nous ne défendions pas, Madame la Ministre, la Ve République comme vous l'avez à tort prétendu, mais nous défendions le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, profondément inspiré des travaux issus du Conseil national de la résistance auquel les forces de progrès et d'émancipation ont très largement participé. Bon, certes, nous nous sommes opposés à la Ve République dès son institution, mais nous avons défendu et soutenu à travers la préambule son préambule et le reste de la Constitution du 27 octobre 1946. Cela, je crois, méritait d'être dit. Avec cet amendement, donc, nous entendons revenir sur cette disposition que nous considérons contraire aux fondements de la République. Nous avons fait le choix d'instaurer en France, pour diriger les établissements publics, notamment ceux de santé, un concours. À l'heure où le gouvernement parle de lutte contre les discriminations, nous nous opposons à ce que l'on s'éloigne d'un principe garantissant l'égalité des chances de ceux qui y participent. Nous ne pouvons accepter d'y renoncer, ne serait-ce même que partiellement. Quant aux compétences que vous avez invoquées en réponse à notre motion et que vous venez de répéter à l'instant, je dois dire que je suis perplexe, car ces compétences particulières dont ne disposeraient pas les élèves directeurs sortis de l'NSP ne sont jamais, je dis bien jamais précisées, ni à l'Assemblée, ni hier. Vous n'avez détaillé ces compétences et ces qualités, ce qui tend à nous faire croire que la seule qualité recherchée est en réalité la pratique, je dirais, la pratique talenteuse de la calculette, de manière à ce que on comprime les dépenses au risque de porter atteinte à la qualité et à la sécurité des soins. Naturellement, vous n'entendez pas le reconnaître, mais même si tout à l'heure vous nous avez apporté quelques éclaircissements, ça n'est pas de nature à nous satisfaire, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, ces directeurs ne sont pas extrêmement bien rémunérés, mais rien ne nous dit, là encore, que les médecins, les directeurs, qui seraient issus du privé, ne pourraient pas bénéficier de salaires supérieurs à ceux dont bénéficient les directeurs issus des concours publics. Il y a là peut-être que vous allez tout à l'heure me dire le contraire, mais en tout cas les exemples récents dont nous disposons, puisque c'est pas la première fois il est déjà arrivé par le passé que on recrute, peut-être pas pour la direction d'hôpital, mais en tout cas pour la présidence de la PHP, par exemple, qu'on ait recours à des non-fonctionnaires, et il semble pas que le salaire ait été exactement celui auquel aurait pu prétendre le fonctionnaire. On a même constaté que ces salaires étaient multipliés par 2 ou par 3. Alors pour conclure, Madame la Ministre, comment ne pas souligner le lien ténu qui existe entre cette décision et celle prise par le Président de la République d'opérer un véritable plan de rigueur dans la fonction publique en prévoyant le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Enfin, je voudrais dire qu'en l'occurrence, on ne recrute pas de fonctionnaires, mais on recrute des personnes issues du privé pour les remplacer. Cette politique porte un nom, c'est la révision générale des politiques publiques. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter en faveur de notre amendement et compte tenu de son importance, nous demanderons la tenue d'un scrutin public. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur Barbier, le 601 rectifié. Ah, c'est Monsieur Chevènement qui le présente. Vous avez la parole. En plein accord avec Monsieur Barbier,
Je souhaite proposer un amendement qui complète le texte de l'article 7 en ajoutant à l'exception des centres hospitaliers universitaires le membre de phrase suivante et les centres hospitaliers régionaux. Madame la ministre, nous souhaiterions que pour les grands hôpitaux directeurs et que la possibilité ouverte à des personnes issues du secteur privé soit limitée aux petits établissements. Ça nous paraît quand même une garantie de professionnalisme. Je vous remercie, chers collègues. Le 438 qu'il présente, M. Fischer, M. Autain, Président Fischer. Alors, Monsieur le Président, ce que nous voulons, et bien sûr nous restons attachés aux principes que j'ai développés dans mon intervention sur article, la nature de la formation que devraient recevoir les futurs directeurs d'établissement qui ne seraient pas fonctionnaires. Ça, c'est un des points et donc nous ne trouvons pas de réponse dans les précisions que devrait nous apporter la ministre. Et il y a un flou qui est, à notre sens, entretenu volontairement. Alors, Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez nous préciser, Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez nous préciser dès aujourd'hui la nature de la formation qui sera proposée aux non-fonctionnaires? Ouais, non, mais moi je veux bien l'entendre, et d'une manière encore plus précise. La durée de celle-ci, les modules qui y seront enseignés. Là, elle ne l'a pas dit, Monsieur le Président. Bref, vous devez à la représentation nationale un minimum d'explications et d'éclaircissements. Pour notre part, nous considérons, et cela constitue sans doute la différence fondamentale, que la formation dispensée dans l'école des hautes études en santé publique est utile. Alors bien sûr, dans toute formation, il y a toujours des bilans à faire, elle est perfectible, peut-être elle peut évoluer, mais cela relève plus du décret que de ce présent projet de loi. Mais tout de même, comment considérer que l'on puisse demain se priver de l'histoire de cette école prestigieuse? N'hésitons pas à employer le terme. Comment? On ne va pas s'en priver? Ouais, non, mais vous le dites de manière ironique, Madame la Ministre. Moi, je le sens, ça. Les directeurs, donc, qui ont reçu cet enseignement, eh bien, je crois qu'il faut le faire partager à ceux qui ne sont pas fonctionnaires à l'heure actuelle. Donc, une formation qui nous semble être de qualité et répondant à toutes les attentes exigées par ce projet de loi. Cet amendement que nous proposons vise à permettre aux directeurs non fonctionnaires de bénéficier de la même formation de qualité, alors bien sûr que les élèves relevant de la fonction publique, c'est-à-dire portés à 2 ans. Voilà quel est le sens de cet amendement. Je vous remercie, chers collègues. Le 439, c'est M. Autain qui le présente. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Les hauts fonctionnaires, lorsqu'ils souhaitent aller pantoufler dans le privé, c'est-à-dire non se reposer, mais comme vous le savez, se constituer une pantoufle améliorant sensiblement leurs revenus, sont soumis à l'examen d'une commission de déontologie. Celle-ci a pour vocation de décider s'il y a ou non conflit d'intérêts possible entre leurs anciennes fonctions et les avantages qu'une entreprise privée pourrait en tirer. Bien que cet article 7 vise à ouvrir le recrutement des directeurs d'établissement à des non-fonctionnaires, nous sommes pourtant dans ce cas de figure. J'ajoute d'ailleurs que le dit article prévoit aussi de permettre à des directeurs d'être détachés sur un contrat de droit public pour une mission temporaire afin de rétablir le bon fonctionnement d'un établissement dont le caractère n'est pas précisé dans le texte. Nous estimons donc nécessaire d'encadrer ces nouvelles dispositions pour qu'elles ne portent pas préjudice à l'hôpital public déjà bien affaibli par rapport au secteur privé. Imaginons en effet très concrètement, par extraordinaire, un directeur d'hôpital public qui aurait consciencieusement, comme c'est d'ailleurs son rôle, mis en place, avec les pleins pouvoirs que lui confère votre réforme, les mesures qui handicapent lourdement son hôpital. J'entends sur le plan
de la dispensation des soins, non pas sur le plan de l'équilibre budgétaire, puisqu'il a été nommé pour ça, ayant de facto laissé à une clinique privée proche la possibilité d'attirer les patients les plus rentables, au sens de la tarification à l'activité. Il pourrait ainsi tranquillement se trouver tout à fait légalement à la tête de celle-ci quelque temps plus tard. C'est ce type de situation que nous souhaitons éviter avec notre amendement qui interdirait donc à un directeur d'hôpital de travailler pour un établissement de santé privé avant 5 ans à compter de sa démission ou de la fin de son contrat dans un hôpital public. Je vous remercie, chers collègues. Nous passons au 440. C'est Monsieur Fischer qui le présente. Oui, je serai très court puisque là, cet amendement a pour objet de préciser que la décision de placer en détachement des fonctionnaires dirigeants des établissements publics de santé sur un contrat de droit public, doit être soumis à l'avis du conseil de surveillance de l'établissement concerné, afin de renforcer les pouvoirs du conseil de surveillance et de limiter les risques d'un placement qui pourrait s'apparenter à une sanction. Je vous remercie, chers collègues. Madame la ministre, le 1184. Vous avez la parole. Oui, cet amendement, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, veut ouvrir la possibilité de choisir un poste autrement qu'en fonction de son rang de classement à l'issue du concours de la fonction publique hospitalière. La règle actuelle du choix des affectations à l'issue du concours de la fonction publique est celle du mérite, c'est-à-dire du rang de classement à l'issue du concours. Un tel principe méconnaît parfois les exigences modernes de la gestion des métiers et des compétences, en particulier lorsque les concours sont nationaux. Le système mérite d'être assoupli pour viser l'adéquation optimale entre le profil professionnel de l'agent et les caractéristiques du poste à pourvoir. Et l'objectif de la proposition que je vous fais est de concilier les aspirations professionnelles et personnelles des candidats avec les besoins des employeurs. Et c'est un objectif qui a d'ailleurs été clairement fixé par le président de la République, qui a souhaité que la nomination par liste d'aptitude à la sortie des écoles de fonctionnaires soit généralisée. C'est pourquoi je vous propose, dans l'amendement qui vous est soumis, de permettre que les lauréats des concours d'accès à certains corps de fonctionnaires hospitaliers puissent postuler à un emploi dès lors qu'ils sont inscrits sur une liste d'aptitude. Nous ouvrons ainsi le choix de leur recrutement aux établissements. Nous ouvrons, par la même occasion, l'éventail du choix de leur affectation aux fonctionnaires. Il est important de préciser que tous les corps de fonctionnaires hospitaliers ne sont pas concernés. Le recrutement sur liste d'aptitude doit d'abord s'appliquer aux corps recrutés dans un cadre national, qu'il s'agisse des personnels de direction et pourquoi pas des directeurs des soins ou des attachés d'administration hospitalière. Les modifications des textes statutaires réglementaires prises en application de ces dispositions seront bien évidemment soumises à l'ensemble des partenaires sociaux dans le cadre du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Merci, Madame la Ministre. Nous passons au 441. Monsieur Autain. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi organise l'hôpital de demain comme un simple outil de production de soins avec à sa tête un super patron. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, répondant sur l'amendement de repli du groupe GDR demandant à ce qu'au moins ce directeur reçoive une formation de l'école des hautes études en santé publique, s'était vu répondre qu'exiger un diplôme, je cite, qu'exiger un diplôme de l'école des hautes études en santé publique semble en effet une condition trop restrictive, eu égard au profil de nouveaux managers que nous recherchons. Tout est dit, me semble-t-il, dans cette simple phrase. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant de calquer les recettes du secteur privé sur l'hôpital, notamment en ce qui concerne les rémunérations. Nous avons déjà vu que l'intéressement allait prendre une part croissante dans les rémunérations des praticiens hospitaliers. Maintenant, le projet de loi prévoit que la rémunération du directeur de l'hôpital pourra contenir une part variable. Cette rémunération destinée à récompenser les directeurs les plus méritants
bien entendu selon vos critères, bien sûr, annonce toutes sortes de dérives avec à sa tête la recherche croissante des gains de productivité, le mode de gestion des hôpitaux, désormais basé sur la seule rentabilité, sur ce que vous appelez la nouvelle gouvernance, va conduire tous les gestionnaires qui seront à leur tête à réduire les effectifs, fermer des services, avec toutes les conséquences que de telles décisions vont avoir sur l'égal accès de tous à des soins de qualité. Bref, cette logique financière imposée aux établissements ne peut être mise en œuvre qu'au détriment de l'accès aux soins et de la qualité des soins prodigués aux patients. J'ai déjà eu l'occasion de dire que cette logique n'était pas la nôtre. C'est pourquoi nous vous proposons de supprimer toute part variable dans la rémunération des directeurs d'hôpitaux. Tel est le sens de cet amendement. Merci, chers collègues. Madame la ministre, c'est à votre tour de présenter le 1204. Alors cet amendement, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, sénatrices, c'est l'évaluation annuelle des directeurs et des directeurs adjoints des établissements sanitaires, mais aussi sociaux et médico-sociaux. Évidemment, cette évaluation est tout à fait indispensable. Les directeurs et directeurs adjoints des établissements publics de santé sont déjà soumis à une évaluation de leurs pratiques de gestion ainsi que de leurs résultats. Ils ont été les premiers dans la fonction publique hospitalière à ne plus être notés, mais évalués en fonction des missions et des objectifs qui leur sont fixés chaque année. Le projet de loi conserve ce dispositif en lui conférant une assise législative et donc une assise pérenne. Il importe que les directeurs de tous les établissements, au-delà des directeurs d'hôpital, bénéficient également de cette procédure, notamment les directeurs de tous les établissements sociaux et médico-sociaux, quel que soit par ailleurs le statut de ces établissements. Et c'est le sens de l'amendement qui vous est proposé. L'amendement confirme également la compétence du préfet en matière d'évaluation des directeurs des établissements d'aide sociale à l'enfance et ceux qui accueillent les personnes les plus vulnérables. Je souligne qu'évidemment, ces évaluations devront bien entendu recueillir l'avis du président de l'Assemblée délibérante. Je vous remercie, Madame la ministre. Nous passons au 339. Qui le présente? Monsieur Le Maine, vous avez la parole. Écoutez, Monsieur le Président, compte tenu de l'amendement gouvernemental qui vient d'être déposé, il satisfait l'amendement que j'avais proposé et qui avait, bien sûr, vous l'avez compris, comme finalité d'essayer de bien maîtriser les pratiques professionnelles des directeurs d'hôpitaux. Bon, là, c'est satisfait par cet amendement. Je retire donc le mien. Il est retiré, Monsieur Le Maine. Merci. Bien, nous allons maintenant procéder à l'audition de Monsieur le rapporteur sur tous ces amendements. Monsieur le Président, merci. En ce qui concerne donc l'amendement 436, présenté par le groupe CRC-SPG, qui est un amendement qui propose de supprimer le paragraphe 1 de l'article 7. Au motif que cette mesure s'inscrit dans une logique de privatisation de l'hôpital public. Au contraire, la volonté d'ouvrir le recrutement des directeurs d'établissement et des non-fonctionnaires répond à la volonté de recruter des professionnels aux expériences diverses, de pourvoir des postes de direction vacants. Il est entendu que les directeurs d'établissement fonctionnaires continueront et constitueront la grande majorité du vivier de recrutement, mais la modernisation de l'hôpital passe aussi par l'ouverture de la fonction de direction à des personnes issues d'autres milieux professionnels. La mesure prévue par le texte a donc pour but de renforcer l'attractivité de l'hôpital et de contribuer à ce dynamisme. La Commission a émis un avis défavorable. Pour ce qui est de l'amendement 1185 présenté par le gouvernement, c'est un amendement de cohérence juridique portant sur la nomination des directeurs d'établissement et l'avis est favorable. Pour l'amendement 437 de nos collègues du groupe CRC, les auteurs de l'amendement sont hostiles à l'ouverture du recrutement des directeurs à des non-fonctionnaires. La nomination de non-fonctionnaires sur des postes de direction relève bien de la compétence du directeur général de l'ARS, excepté
pour les postes de directeur général de CHU, dont la nomination se fait en Conseil des ministres, les postes de directeur des établissements qui demeurent dans le champ de compétence du préfet de département et qui ne relèvent donc pas du champ de l'ARS. C'est un avis défavorable pour cet amendement 437. Pour l'amendement 601 présenté par M. Chevènement en remplacement de Gilbert Barbier, cet amendement vise à interdire la nomination de non-fonctionnaires à la tête de centres hospitaliers régionaux. Permettez-moi tout d'abord de me livrer à une rapide explication de texte que nous avons eue d'ailleurs en commission avec Gilbert. La mention « à l'exception » au 4e alinéa de cet article ne signifie pas que des non-fonctionnaires ne peuvent pas être nommés directeurs de CHU, mais simplement que leur nomination n'est pas une prérogative du directeur de l'ARS, mais relève du Conseil de ministres. Je vous rappelle en effet que les directeurs de CHU sont nommés par le Conseil des ministres. Ensuite, s'agissant de la possibilité de nommer des non-fonctionnaires sur des postes de directeur d'établissement, CHU, CHR, etc., je crois que cette mesure est source d'attractivité de l'hôpital public. Le recrutement de personnes au parcours professionnel divers contribuera à dynamiser la gestion des établissements publics de santé et la Commission a émis un avis défavorable. Pour l'amendement 438, qui a déjà été examiné par la Commission dans le cadre de ses travaux initiaux, celui-ci propose que la formation reçue par les directeurs non fonctionnaires soit similaire à celle des élèves directeurs fonctionnaires. Cette formation, mon cher collègue, ne saurait être identique puisque les directeurs non fonctionnaires seront censés avoir déjà une expérience de gestion hospitalière et de management. L'objectif est bien d'adapter la formation qu'ils recevront à l'EHESPS à leur niveau de connaissance et d'expérience en gestion hospitalière. Et je me dois d'ajouter que, en votre présence, dans le cadre des auditions, nous avions reçu le directeur de l'école de Rennes, qui lui-même d'ailleurs est un médecin, et que celui-ci nous avait dit qu'il était demandeur de formation pour des candidats directeurs non fonctionnaires et qu'il était prêt à mettre les unités de formation en place dans sa propre école pour le faire. C'est donc un avis défavorable à l'amendement. Pour ce qui est de l'amendement 439, vous étiez présent. Pour ce qui est de l'amendement 439, cet amendement vise à empêcher les directeurs non fonctionnaires à retourner exercer dans un établissement de santé privé dans un délai de 5 ans qui suivent leur départ de l'établissement public qu'ils ont dirigé. Cette proposition va évidemment à l'encontre de l'objectif recherché qui est rendre l'hôpital public plus attractif pour les professionnels issus du secteur privé. C'est donc un avis défavorable. Pour l'amendement 440, l'article 7 prévoit la possibilité pour le directeur général de l'ARS de détacher certains directeurs d'établissement sur un contrat de droit public pour une mission temporaire dont l'objectif est le rétablissement du bon fonctionnement d'un établissement. Cet amendement propose que le conseil de surveillance de l'établissement intéressé donne son avis sur le détachement. Le conseil de surveillance d'un établissement qui connaît des difficultés dans son fonctionnement interne n'a pas à se prononcer sur la nomination à sa tête d'un directeur détaché sur contrat. Il faut que ce soit une personnalité extérieure à l'établissement qui juge de la nécessité d'avoir recours au détachement. Concrètement, le directeur général de l'ARS, de par sa connaissance des situations locales, identifiera les hôpitaux nécessitant des missions spécifiques de rétablissement de leur bon fonctionnement et s'agissant de la sélection des candidats, il pourra recourir à l'expertise et au conseil du CNG. L'avis sur l'amendement était donc défavorable. Pour l'amendement 1184 du gouvernement, cette mesure répond à la volonté de mettre progressivement fin au classement de sortie dans les concours de la fonction publique et la Commission a donc émis un avis favorable. Pour l'amendement 441, qui propose de supprimer le 5e du grand 1 de l'article 7, qui prévoit, ce 5e, l'évaluation des personnels de direction et l'évaluation des personnels de direction servira à déterminer la part variable de leur rémunération. La modernisation et le dynamisme de l'hôpital public passent aussi par l'évaluation des directeurs. Celle-ci doit permettre de vérifier leurs compétences en matière de gestion hospitalière et de management. Suite à cette évaluation, les directeurs, comme c'est déjà le cas pour certains fonctionnaires, pourront donc bénéficier d'un dispositif d'intéressement adossé à la réalisation des objectifs fixés dans le CEPOM conclu par l'établissement concerné.
Cette mesure, qui agira comme un facteur de motivation, permettra la juste reconnaissance des efforts fournis et des résultats obtenus. La Commission a donc émis un avis défavorable à l'amendement 441. Pour le 1204 du gouvernement, cet amendement vise à préciser que l'évaluation des directeurs d'établissement qui n'entrent pas dans le champ de compétences de l'ARS mais dans celui des représentants de l'État dans le département sera réalisée non par le directeur général de l'ARS mais par le préfet, et que l'évaluation des directeurs des maisons de retraite publiques sera réalisée par le directeur général de l'ARS. C'est un avis favorable. Et enfin, pour le 339 présenté par le groupe socialiste, retiré. Merci, Madame la Ministre. Veuillez donner l'avis sur tous ces amendements. Bien, j'émets donc un avis défavorable, Monsieur le Président, au 436 présenté par le groupe CRC et du parti de gauche. Non, oui. Le SPG, non. Vu les résultats du PSG, je préfère ne pas faire ça. Je peux me réexpliquer à nouveau, mais je pense que les explications que j'ai données dans mon propos liminaire ont expliqué les causes de mon avis défavorable. Sur l'amendement 437, la nomination d'un directeur d'établissement non fonctionnaire doit relever du ministre et non du directeur général de l'Agence régionale de santé. Évidemment, le directeur de l'Agence régionale de santé agit sur délégation du ministre, mais je pense qu'il sera beaucoup plus efficace que cette nomination relève de l'homme ou de la femme qui sera au plus près du terrain plutôt que du ministre. Non pas que les compétences des ministres ne soient pas par définition infinies, mais je vois M. Chevènement hocher de la tête, mais je pense que là, ce sera beaucoup plus efficace. Et bien entendu, le recours à cette procédure sera encadré par des dispositions réglementaires et précisera les conditions nécessaires, en particulier celles du président, les consultations nécessaires, en particulier celles du président du conseil de surveillance. Les emplois de directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ne peuvent pas être occupés par des non-fonctionnaires. J'en demanderai le retrait. Et Monsieur Chevènement, qui a lui-même siégé au Conseil des ministres, sait bien que l'on ne peut pas imposer une telle disposition pour une nomination en Conseil des ministres. C'est tout simplement pas possible. Ou alors, il faut faire un autre amendement disant que les directeurs généraux de CHR ne sont pas en Conseil des ministres. Alors à ce moment-là, on pourrait imposer une telle condition. L'amendement 438, les directeurs non fonctionnaires doivent recevoir une formation équivalente à celle des directeurs, bien entendu, et ils recevront une formation complémentaire à celle des directeurs titulaires formés à l'école des hautes études en santé publique, selon des modules qui pourront d'ailleurs être variés selon les recrutements. Il est bien évident que, par exemple, si nous sommes amenés à recruter un directeur de clinique, il ne recevra pas la même formation que sur un autre recrutement. Alors, tout ça, évidemment, est de nature réglementaire, j'assure le principe, mais je ne vais pas ici vous donner le contenu des formations, ni les horaires des cours, ni le nom des enseignants. Alors, le 439, imposer une clause de non-concurrence au directeur démissionnaire. Les clauses de non-concurrence qui existent dans les contrats de travail relèvent exclusivement de la jurisprudence de la Cour de cassation. Vous le savez mieux que personne, ces clauses ne sont licites que pour autant qu'elles s'avèrent indispensables à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et limitées dans le temps et l'espace. De plus, ces clauses doivent être assorties de contreparties financières. Appliquer de telles dispositions pour les personnels de direction est pour moi sans objet, compte tenu de la nature des fonctions exercées. On a du mal à imaginer que tel malade se rendrait dans tel ou tel établissement en fonction de l'identité du directeur qu'il ne connaît par ailleurs jamais. L'amendement 440, c'est l'avis du conseil de surveillance pour le détachement sur contrat d'un directeur fonctionnaire dans le cadre d'une mission visant à rétablir le bon fonctionnement d'un établissement. Je vous ai expliqué pourquoi je serais tout à fait défavorable à cela.
Et je m'y suis expliqué aussi bien au niveau de l'article 6 que de l'article 7. L'amendement 441 qui vise à supprimer la part variable de rémunération des directeurs et de leurs adjoints. Ce dispositif a été négocié avec les organisations syndicales représentant les personnels de direction et il me paraît tout à fait impensable de revenir sur cet élément tout à fait majeur du dialogue social. Sur l'amendement 436, eh bien, je m'en suis déjà expliqué. Je reviens au début de mon interrogation. Donc, je demande le retrait de l'amendement déposé par Monsieur Chevènement en tant qu'il déroge aux règles des nominations au Conseil des ministres. Je suis défavorable aux amendements présentés par le groupe CRC, SPG, et évidemment, je suis favorable à mes amendements. Merci, Madame la Ministre. Bien, nous allons nous prononcer sur tous ces amendements. Sur le 436, la Commission est défavorable, le gouvernement également. Y a-t-il des explications de vote? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. 1185, déposé par le gouvernement, la Commission est favorable. Pas d'explication de vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. 437, pas d'explication de vote. Ah, scrutin public. Nous sommes l'objet d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre remettront un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Ouvert. Plus personne ne demande à voter. Plus personne. Le scrutin est clos. J'invite Madame et Messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Bien, mes chers collègues, je vais vous donner le résultat du scrutin 162 sur l'amendement 437 à l'article 7. Nombre de votants 340, nombre de suffrages exprimés 340, majorité absolue 171, pour l'adoption 140, contre 200. Le Sénat n'a pas adopté. Nous passons maintenant au 601. Chers collègues, Monsieur Chevènement, la ministre a demandé si vous le retiriez. Oui, Monsieur le Président, je le retire pour des raisons de cohérence juridique que Madame le ministre a expliqué. Mais sur l'esprit, je ne le retire pas. C'est-à-dire que je souhaite qu'effectivement les directeurs de grands établissements soient recrutés parmi les fonctionnaires. Donc je le retire, mais j'ai déjà voté pour l'amendement de Monsieur Autain, qui va plus loin que je l'aurais souhaité, mais je trouve que c'est quand même mieux que rien. Merci, chers collègues. Nous passons au 438. Y a-t-il des explications de vote? Il n'y en a pas. Avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Sur le 439, pas d'explication de vote. Nous pouvons considérer que le vote est identique. Il n'est pas adopté. Idem pour le 440. Il n'est pas adopté. Nous passons au 1184, présenté par le gouvernement. Y a-t-il des explications de vote? Madame Borvo, Madame la Présidente, vous avez la parole. Ça marche pas. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mais surtout, chers collègues, nous avons eu la semaine dernière, à l'initiative de Monsieur de Rohan, dans la semaine d'initiative parlementaire, un débat sur le recrutement de la haute fonction publique, et plus particulièrement de la haute fonction publique sortie de l'ENA. Mais en fait, c'est la même chose. Où, me semble-t-il, bien que ce soit un débat parlementaire sans grande suite, mais encore, il donnait l'avis des sénateurs en l'occurrence, et il m'a semblé que sur tous les bancs et dans tous les groupes, il était à peu près dit la même chose que dit Monsieur Seguin dans un article récent de Parlons Vrai, l'ENA, le pire système, mais, point de suspension, où il dit « Il est vrai que la suppression du classement à l'ENA va obliger les administrations à mettre en place un système de sélection basé sur des entretiens et un examen des dossiers des candidats, système qui devra être le plus sérieux et le plus objectif possible pour écarter toute dérive. » Alors, le débat de l'autre jour, où étaient présents, peut-être pas vous-même, mais en tout cas vos collègues, Monsieur Longuet était là, par exemple, je me le rappelle très bien, avaient tous le sentiment que le concours, le classement de concours, c'était peut-être pas idéal, mais de ce point de vue, d'ailleurs, on peut améliorer, modifier les contenus, les différents paramètres des concours, en fait, tout ce que vous voulez, mais que c'était quand même le plus démocratique, voyez-vous, parce que à la place du concours, qu'est-ce qu'on avait inventé avant? On avait inventé le népotisme, les choix de classe, en fait, tout ce que vous voulez. Donc là, je suis désolée, mais au travers d'un amendement du gouvernement sur la loi hôpital, nous allons allègrement supprimer les classements et préférer les listes d'aptitudes. Alors comme chacun sait, dans les concours, les aptitudes diverses des candidats sont évaluées. Pour ceux qui ont passé des concours, ils le savent. Et je vous dis encore une fois, on peut définir un certain nombre de paramètres qui évaluent mieux les aptitudes des uns et des autres. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'on puisse se trouver plus objectif ou moins, en tout cas, sujet à caution que la sortie le rang de sortie d'un concours. Donc je vous en prie, ne vous déjugez pas au travers de ce projet de loi, parce que bien évidemment ça aurait des conséquences sur l'ensemble des concours de la haute fonction publique. Merci. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Jean Longuet pour explication de vote.
Oui, merci Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues. Pour les excellentes raisons rappelées par Madame Borvo, je ne voterai pas, Madame le Ministre, votre amendement, car je trouve qu'il contribue d'entretenir l'idée que l'accès au poste de la fonction publique puisse dépendre de facteurs qui peuvent devenir subjectifs. Et ayant bénéficié de l'élitisme républicain, je reste attaché à une formule qui, jusqu'à présent, a eu le mérite de son objectivité. Et comme ma compétence n'est pas universelle, je ne voterai cependant pas contre, car je voudrais donner une chance à cette formule que j'observe avec attention et qui m'inquiète cependant. Merci, chers collègues. Il n'y a plus d'explications. Monsieur Vassel, vous souhaitez la parole pour explication de vote, vous l'avez. Merci, Monsieur le Président. En ayant écouté à la fois et entendu Gérard Longuet et Madame Borvo, moi je me pose une simple question. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le classement ou les aptitudes à exercer la fonction de directeur? C'est tout. Donc une fois qu'on aura répondu à cette question, vous pencherez ou d'un côté ou de l'autre. Je vous remercie, chers collègues. Il n'y a plus d'explications de vote. Monsieur Longuet, vous avez la parole. Je répondrai à mon excellent collègue qu'en général, lorsque l'on organise un concours, on cherche à mettre en valeur les qualités qui permettent d'exercer une responsabilité. Alors évidemment, si le concours porte sur la connaissance du grec ancien lorsqu'il s'agit de diriger une collectivité locale, on peut s'interroger, mais si, je l'ai vécu dans ma propre scolarité, le concours reporte sur des qualités professionnelles qui seront exigées ensuite par le fonctionnaire sélectionné par cette formation, normalement, ceux qui sont plutôt meilleurs satisfont aux aptitudes que l'on demande et que l'on attend d'un fonctionnaire. Voilà, chers collègues, ma réponse. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Madame Voynet pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs. Je crois effectivement qu'on doit veiller à ce que le contenu même du concours permette de se faire une idée de la valeur du candidat pour exercer les fonctions auxquelles il cherche à se rendre apte. On n'est quand même pas en train de mettre en place un système de reçu-collé qui réussirait le concours mais qu'on ne jugerait pas apte à exercer ensuite les fonctions de directeur. Qu'est-ce qu'on en ferait? Je vous remercie, chers collègues. Nous allons consulter. Qui est pour l'amendement déposé, présenté par... Ah, Madame la Ministre. Je regardais l'hémicycle. Je vous prie de m'excuser. Vous avez la parole. Oui, je voulais simplement dire que ces modalités sont en fait celles qui sont déjà en vigueur. Et c'est comme cela que ça se passe dans les faits. Et que je vous demande de mettre en conformité, finalement en concordance, le droit avec des pratiques qui, en fait, correspondent bien à ce qui se fait et qui ont fait la preuve de leur parfaite efficacité dans le domaine. Quand on voit le changement et la rapidité de changement des directeurs d'établissement, on peut se poser la question de savoir... Bien. Nous allons consulter. Qui est pour l'amendement présenté par le gouvernement? Gardez les mains levées pour qu'on puisse compter. Qui est contre? L'amendement est adopté. Nous passons maintenant au 441. Y a-t-il des explications de vote? Il n'y en a pas, je consulte cet amendement. La Commission et le gouvernement y sont défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Enfin, nous avons un amendement 1204 présenté par le gouvernement. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur Alain Vassel, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, cet amendement mérite un éclaircissement de votre part, si vous voulez bien me le donner. J'aimerais bien que vous nous expliquiez quelle différence faites-vous entre un établissement médico-social et une maison de retraite publique. Je connais des maisons de retraite publiques dans mon département, ce sont des anciens hospices, qui sont des établissements médico-sociaux. Alors, il y a certainement une nuance qui m'échappe, qui justifie que ce soit d'un côté le préfet qui évalue et d'un autre côté le directeur.
Enfin, je rajoute, lorsqu'il s'agit des établissements médico-sociaux, si c'est le président du conseil général qui recrute le directeur, ce serait peut-être bon qu'il y soit associé. Maintenant, si c'est l'État qui recrute, évidemment, il est normal que ce soit l'État qui évalue. Et ça aussi, c'est un point de précision qui m'apparaîtrait important de connaître avant de me prononcer sur l'amendement. Je vous remercie, chers collègues. Bien sûr, Madame la Ministre. Oui, Monsieur Vassell pointe effectivement une rédaction de la loi de 86 que nous avons repris in extenso. Il eût peut-être été effectivement adéquat de procéder au nettoyage sur la différence de ces deux textes de ces deux termes, qui ne se trouvent plus justifiés maintenant. Mais pour éviter une discordance, nous avons repris simplement les termes employés par la loi. Je vous remercie, Madame la Ministre. Nous allons consulter. Qui est pour l'amendement déposé par le gouvernement? Qui est contre? Il est adopté. Enfin, non, ça y est, c'est terminé. Nous passons maintenant à un amendement présenté par Madame Procaccia et ses collègues. C'est Madame Rosier qui le présente. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, il s'agit de modifier le 5e alinéa de l'article L. 315-17 du Code de l'action sociale et des familles. Dans le primo, après les mots « l'Institut national de jeunes aveugles », nous voulons insérer les mots « propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et le cas échéant des directeurs des soins ». Dans le secondo, il faudrait compléter par la phrase ainsi rédigée « La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du Centre national de gestion ». J'explique, la gestion nationale du corps des directeurs d'établissements médico-sociaux, actuellement en vigueur, est un élément fort de stabilité de la profession et doit être préservé. L'objet de notre amendement est de traduire en droit l'obligation juridique de respecter le choix par le chef d'établissement médico-social de ses collaborateurs, puisque sa proposition implique une compétence liée du directeur général du Centre national de gestion. Cet amendement explicite l'article 6 du projet de loi qui prévoit une procédure identique pour les directeurs des établissements publics de santé et confirme que le corps des directeurs des soins est un corps à gestion nationale. Je vous remercie, Madame. Je vous remercie, chers collègues. Avis, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, cet amendement 187 reprend les nouvelles dispositions qui ont été mises en place dans l'article 7, mais il précise en même temps que la commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions soumises par le directeur au président du CNG. Par souci de parallélisme avec la procédure de nomination des directeurs adjoints et des directeurs de soins des établissements publics de santé, la commission des affaires sociales a estimé qu'il fallait donner un avis favorable à cette proposition. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Oui, je suis évidemment favorable à la fois pour préserver l'unité de gestion des différents corps des personnels de direction et aussi parce que la consultation de la commission administrative paritaire est une garantie statutaire à laquelle je suis et nous sommes très attachés. Donc, avis favorable. Merci, Madame la Ministre. Y a-t-il des explications de vote? Il n'y en a pas. Qui est pour? Il est adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant à un amendement et un sous-amendement qui font tous les deux l'objet d'une discussion commune. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Bien, je vous propose donc l'amendement 1167 qui veut mutualiser les moyens dans les structures médico-sociales et sociales autonomes ayant des difficultés à pourvoir leur poste de direction. Je pense qu'il y a beaucoup d'élus locaux ici qui sauront évidemment de quoi je parle.
Ce secteur se caractérise par une forte dispersion des tailles de ces structures. Les quelques 1400 établissements concernés par cet amendement disposent en moyenne d'une quarantaine de places, avec parfois une moyenne inférieure à 30, ou parfois dépasse la centaine de places. L'insuffisance taille critique de certains d'entre eux et le grand nombre d'établissements les expose à des difficultés, évidemment, pour pourvoir les postes vacants. Afin d'aider à pallier cette difficulté récurrente, il est proposé dans le cadre d'une démarche volontaire et concertée, et donc à la demande et après avis des assemblées délibérantes, que ces établissements puissent, s'ils le souhaitent, mutualiser les moyens et mettre en place des directions communes. Cette organisation des équipes de direction garantira la qualité de l'encadrement et, au-delà, la performance des établissements concernés avec des coûts mutualisés. Elle offrira des carrières plus intéressantes, plus attractives au personnel concerné et elle contribuera au maintien d'établissements confrontés à des difficultés de recrutement. Il y a donc un sous-amendement 1275. Je donne mon avis tout de suite, monsieur. Non. Après, parce qu'il y a le sous-amendement. Bien. Monsieur Daudigny, vous avez la parole pour présenter votre sous-amendement. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'amendement présenté par Madame la Ministre au nom du gouvernement concerne des établissements à compétences exclusives ou à compétences conjointes. Alors, je ne me prononce pas sur le fond de l'amendement, mais si cet amendement devait être adopté, il serait, me semble-t-il, de bonne politique que soit sollicité l'avis du président du Conseil général pour les établissements ayant une compétence conjointe. Ce serait, à mon sens, le signe de la reconnaissance et du respect des compétences exercées par les conseils généraux, et puis cela contribuerait aussi, au moins, à l'établissement de relations sur des bases claires et saines entre l'État, donc l'agence régionale, et les collectivités territoriales, le département. Merci, chers collègues. Avis de la Commission. Oui, Monsieur le Président. Actuellement, pour l'amendement 1167 du gouvernement, actuellement, 2 ou plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux publics peuvent, sur leur initiative, organiser entre eux une direction commune dans des conditions définies par voie de convention adoptées par leurs assemblées délibérantes. L'objet de l'amendement présenté par Madame la Ministre est de permettre au préfet, au directeur général de l'ARS, d'inviter, dans des conditions définies par voie réglementaire, les établissements à mettre en place une direction commune s'ils n'en prennent pas préalablement l'initiative. Dans ce cas, les assemblées délibérantes des établissements concernés rendent alors un avis motivé sur cette demande dans un délai de 3 mois. Cette mesure vise évidemment à optimiser l'organisation sociale et médico-sociale et à amplifier la coopération interétablissements. Le but n'est apparemment pas d'obliger les établissements médico-sociaux à adopter une direction commune, mais seulement à les inciter à le faire. Toutefois, Madame la Ministre, est-on bien sûr que le directeur général de l'ARS ne pourra pas passer outre un avis négatif des assemblées délibérantes des établissements concernés, et la Commission souhaiterait obtenir de votre part des garanties sur cette question. À la suite de ces garanties données par Madame la Ministre, j'en suis sûr, la Commission a quand même donné un avis favorable. Pour ce qui est de l'amendement présenté par Monsieur Daudigny pour le groupe socialiste, comme il s'agit de faire une bonne politique et que Madame la Ministre veut faire une bonne politique, elle a émis un avis favorable. La Commission. Madame la Ministre, pouvez-vous donner votre avis sur le sous-amendement? J'ai prévu un avis motivé du président de l'Assemblée délibérante, en l'occurrence du président du Conseil général, mais ma foi, s'il recueille auparavant l'avis de son Assemblée délibérante, moi je n'y vois que des avantages et j'émets un avis favorable à l'amendement qui est proposé par monsieur, qui a été défendu par monsieur Daudigny. Excusez-moi, monsieur Daudigny.
je vous cherchais. Donc j'émets un avis favorable. Bien évidemment, là aussi, là encore, cher rapporteur, le directeur général de l'ARS a tout intérêt à ne pas gérer ça, dans le conflit. Et les choses vont s'en dire, elles vont encore mieux en le disant, bien évidemment. Mais donc j'émets donc un avis favorable à mon amendement et favorable au sous-amendement. Monsieur Mercier, vous avez souhaité la parole pour explication de vote. Monsieur Vassel également. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais vous poser une simple question. L'amendement que vous venez de déposer, comme le texte qui existe actuellement, paraît frappé au coin du bon sens. Il y a 2 postes de directeur, on n'en fait plus qu'un, et c'est très bien pour la gestion de 2 établissements. Le seul petit problème, c'est que ça se passe pas du tout comme ça, et que votre ministère veille à ce que ça se passe pas comme ça. Comme, en général, c'est lorsqu'un poste est vacant que l'on va essayer de faire une direction commune. Mais celui ou celle qui reste dans l'un des établissements a un droit personnel à rester directeur de l'établissement. Ce qui veut donc dire qu'on continue à avoir 2 directeurs et que cette convention de direction commune est très belle, sauf qu'on a 2 directeurs et un qui est payé un peu plus cher qu'avant. Et ça ne change pas vraiment le problème, sauf que comme en général vous oubliez de donner les moyens pour payer le nouveau plus cher, ça pose quelques problèmes de gestion dans l'établissement. Et que, autant on peut comprendre que vous vouliez, et j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises, avoir un seul directeur pour plusieurs établissements, parce qu'il y a plus d'intérêt dans le poste, c'est un travail plus passionnant, plus intéressant, et c'est très bien, sauf qu'on a exactement le même nombre de directeurs qu'avant, tant que l'autre ou les autres ne veulent pas partir, ils ont un droit personnel à rester, et ça peut, en vrai, et ça peut durer des mois et des années. Pardon. Oui, Madame la Ministre. Je me doute bien, et avec sa sagacité, le président Michel Mercier, qui connaît ces choses à la perfection, a bien vu les limites de l'exercice, mais j'ai souhaité ouvrir une possibilité. Je sais bien qu'elle se heurte à quelques difficultés techniques, mais il faudra profiter de toutes les opportunités pour le faire. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Vassel et Monsieur Fischer. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, si j'en crois notre collègue le sénateur Mercier, cet amendement est un vœu pieux. Parce qu'en définitive, il se heurtera à quelques difficultés d'application. Ceci étant technique, mais c'est bien un problème technique qu'a évoqué le président Mercier. Oui, je dis que je le transforme, c'est un souhait, et je crains fort que ce ne soit qu'un vœu pieux. La réponse de Madame la Ministre aux interrogations du rapporteur, je me permets de les interpréter pour que, au moment où la loi entrera en application, que nous verrons bien qu'il en soit ainsi, à savoir que le gouvernement privilégiera toujours l'accord volontaire à toute initiative d'imposition d'une organisation commune des établissements médico-sociaux. Madame la Ministre a dit que ça allait de soi. Je me permets de le relever parce qu'aujourd'hui, comme l'a rappelé le rapporteur, les associations pouvaient se faire à partir du moment où il y avait une volonté commune d'aller dans cette direction. Le seul pas supplémentaire que nous faisons dans cette loi, c'est qu'on donne la possibilité au directeur de l'ARS de prendre l'initiative de proposer cette organisation commune, cette direction commune. Point. Mais ça s'arrête là. En fait, les dispositions actuelles continueront à s'appliquer. C'est ce que je retiens des explications que vient d'apporter Madame le ministre. Merci. Je vous remercie, cher collègue. Monsieur Fischer, vous n'êtes pas contre les vœux pieux. Alors, pour ma part, je me méfie toujours des vœux pieux du président Michel Mercier. Parce que, pour l'avoir pratiqué pendant des décennies au Conseil général du Rhône, je sais que l'amendement du gouvernement qui est sous-amendé, et c'est pour cela que nous serons en désaccord par rapport à cet amendement, eh bien, il y a cette volonté de recherche d'efficience, il y a cette volonté de recherche d'efficacité ou d'optimisation des moyens. Et donc, à partir de là, quand nous annoncions
dans le débat, que ce soit dans la discussion générale ou que ce soit dans la motion d'exception d'irrecevabilité, je disais on va supprimer 20 000 emplois. Alors tout le monde m'a juré dans ses grands dieux qu'il n'y avait absolument pas la volonté d'aller à la suppression d'emplois et que c'était vraiment, on rêvait. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce que, en général, qui gère les établissements médico-sociaux? Eh bien, il y a, dans beaucoup d'endroits, ce sont des grandes associations. Je n'en citerai qu'une, l'UNAPI. Et donc, on va, compte tenu des conditions de financement de ces associations, des établissements médico-sociaux, eh bien, on va créer les conditions pour que ces associations gèrent leurs établissements en réseau. Et donc, là où il y avait chaque fois un seul directeur, eh bien, on va aller, par exemple, à la mise en place d'un directeur des ressources humaines, et sur un certain nombre de fonctions, alors qu'il y avait un certain nombre de personnes, de cadres qui géraient au plus près des enfants, au plus près des familles, eh bien là, il y aura cette volonté d'optimiser, et cela ne conduira in fine qu'à la suppression d'un certain nombre d'emplois. Et quand on regardera quelle est la réalité des choses, eh bien, on s'apercevra, et je suis d'accord pour dire que les conseils généraux se trouvent devant des situations qui, en termes de financement, sont de plus en plus problématiques, mais néanmoins, à la sortie, c'est pour cela que nous sommes en désaccord, c'est que ce sera une manière qui s'imposera. Regardez, dans l'éducation nationale, eh bien, la RGPP, comment s'est-elle passée? Avant, on avait des groupes scolaires avec des directions totalement indépendantes. On a regroupé les directions et ainsi de suite. Et on a gagné, bien entendu, des postes qui, in fine, se concrétisent par la suppression de 10 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale, et ainsi de suite. Je vous remercie, chers collègues. Madame la ministre, Monsieur Cazot a demandé la parole, comme ça vous pourrez répondre aux différents intervenants. On y est là sur les explications de vote. On y est, vous avez la parole. Oui, eh bien, en ce qui nous concerne, nous ne voterons pas parce que d'abord, il y a une contrainte, une fois de plus. C'est le préfet, le directeur de l'ARS, enfin, toute la mécanique se remet en marche. Et puis, l'expérience nous montre que très souvent, dans ces cas-là, on arrive, souvent par promotion sociale d'ailleurs, à trouver les personnes qui peuvent prendre des responsabilités de ce niveau, ainsi les promouvoir. Donc, je n'ai pas en souvenance, après 20 ans de présidence du Conseil général, qu'il y ait eu des difficultés à un moment donné qui ne soient pas résolues au bout d'un certain temps avec un peu de dialogue. Vous venez de suivre l'examen du projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire. Pour revoir cette séance, notre site internet publicsena.fr. Tout de suite, le journal de 18h présenté par Sonia Mabrouk. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur notre antenne.